Bonjour à tous. Merci de votre présence pour notre présentation sur la Modern Data Stack et plus précisément sur pourquoi et comment concevoir une architecture moderne en conciliant DataOps et FinOps. Je me présente rapidement, Benoît Domas, Data Architect chez Kerus. Moi, je vais m'occuper de toute la partie architecture, le pourquoi et le comment. Et mon collègue Antoine s'occupera de toute la partie DataOps et FinOps, que je laisserai se présenter par la suite. Tout d'abord, pour commencer la présentation, un constat. Aujourd'hui, plus de la moitié des entreprises gravitent autour de la modernisation de leur architecture de données afin d'augmenter leur analyse opérationnelle pour faire du temps réel et activer leur capacité de data science. Et donc, du coup, pour tirer profit de ces deux leviers concurrentiels et donc adresser les usages de nos métiers de plus en plus exigeants, il est nécessaire et impératif de faire évoluer nos architectures. Et c'est dans ce cadre-là que, du coup, deux notions prennent de l'importance. Le DataOps, qui aujourd'hui réinvente un petit peu le paysage de la donnée pour permettre aux entreprises de créer de la valeur de plus en plus vite et surtout de façon en toute sécurité. Donc du coup, selon l'Enterprise Strategy Group, encore une fois, plus de la moitié des entreprises utilisent d'ores et déjà des stratégies DataOps pour sécuriser et fiabiliser leurs données. Et d'ici 2025, ceux qui utilisent des stratégies DataOps seront 10% plus productifs que leurs concurrents. Deuxième notion, le FinOps pour maîtriser et optimiser vos coûts et surtout réduire l'empreinte carbone dans une démarche RSE qui aujourd'hui, cette démarche RSE qui est un enjeu stratégique pour la plupart de nos clients. Aujourd'hui, au niveau de la data, on évolue dans un écosystème de plus en plus en plein essor avec de plus en plus d'acteurs et d'éditeurs qui inondent le marché. Donc, ça devient très compliqué de savoir se positionner sur le choix de nos solutions à déployer dans nos architectures, comment accompagner nos clients. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse preuve de clairvoyance et qu'on se forge des convictions. Pas simple, c'est comme ça qu'on va mettre en place nos nouvelles architectures. Donc une moderne data stack, qu'est-ce que c'est? Une moderne data stack, c'est une architecture cloud composée de plusieurs briques qui permettent à chacun des outils d'être dédiés à une fonctionnalité spécifique. En gros, théoriquement, c'est un best-of-breed qui va permettre à nos clients de disposer de la meilleure technologie pour une fonctionnalité dédiée. Plein d'avantages, on y reviendra après sur la mutualisation des outils. Ce qu'on voit surtout, c'est tout à gauche, toute la partie engineering. Donc pour alimenter vos nouvelles data platforms, il y a beaucoup de nouveaux concepts. Le paradigme change. Et à une époque, on était très en mode ETL. Donc on récupérait que les données qui nous étaient nécessaires pour nos indicateurs, on les transformait, on les chargeait. Aujourd'hui, par rapport aux appétences des métiers, par rapport aux usages au niveau de l'intelligence artificielle, on a besoin de récupérer toutes nos volumétries, toutes nos données et de les centraliser quelque part. Donc c'est là-dedans qu'on va rentrer sur le mode ELT. Donc on va récupérer toutes nos données, on va les charger dans nos lakehouse, data lake, etc. pour les ouvrir et les mettre à profit. Et on va profiter du potentiel de nouvelles data platforms cloud, Snowflake, Fabric, Databricks, donc pour travailler toutes nos données avec, et de scale up sur ces données-là au niveau de notre transformation, au niveau de la data platform et pas sur nos données. Autre enjeu sur la partie analytics, donc sur la partie data visualisation, on va pouvoir commencer à travailler aussi beaucoup sur la partie insight automatisé, de ne pas le faire que sur la partie engineering, mais du coup directement sur les outils de data vis, de mettre en place en fait les insights automatisés, donc ces capacités à apprendre automatiquement et à pousser des insights directement au métier à partir des données sur lesquelles ils travaillent. La partie data gouvernance et data management va être presque un prérequis dès qu'on va mettre en place ces nouvelles architectures pour garder la maîtrise de notre SI, de notre système d'information. Il faut éviter de le mettre en place dans un second temps. Pourquoi implémenter une moderne data stack? Clairement, aujourd'hui, c'est les besoins en termes de self-service et de rendre nos équipes métiers autonomes qui a été émergente et déterminante. Mais pas que, comme on le disait, ça va être vraiment pouvoir adresser ces nouveaux usages de data science. Aujourd'hui, on a eu 1000 présentations autour de l'IA. Donc aujourd'hui, il va falloir pouvoir les mettre en œuvre, les déployer et mettre à disposition toutes ces données au niveau de nos métiers. Le time to market, architecture cloud signifie aussi solution SaaS. Donc du coup, on va être sur des solutions et des modules un peu en mode plug and play. Ça va nous éviter de perdre du temps à dimensionner, configurer, mettre en place des architectures on-premise un peu plus compliquées et d'aller beaucoup plus vite là-dessus. Donc vrai accélérateur opérationnel. On va gagner en flexibilité aussi. J'adore Microsoft. Azure, ils ont une super solution avec Microsoft Fabric qui permet de traiter la donnée end-to-end. Une solution. C'est la seule plateforme du marché qui permet de traiter la donnée de l'ingestion jusqu'au reporting en passant par la gouvernance des données. Par contre, aujourd'hui, il y a des clients qui n'ont pas vouloir être totalement dépendants d'un provider
et d'une solution technique. C'est là-dedans qu'on va rentrer avec ces blocs modulaires de la moderne data stack pour pouvoir faire évoluer notre architecture en termes de briques sans être dépendante d'un seul éditeur. Comme on l'a vu sur la partie intégration, justement, beaucoup d'enjeux sur le chain data capture, par exemple avec Snowflake et Salesforce qui aujourd'hui sont précurseurs sur le marché. Aujourd'hui, toute information qui est modifiée dans l'ERP est répliquée en temps réel dans votre Snowflake, sans déplacer, sans copier la donnée. Là-dessus, il y a énormément d'éditeurs qui vont commencer à travailler là-dessus. Donc, comme on le voit vraiment sur la partie engineering, il faut pouvoir isoler la brique et puis travailler dessus sans avoir impacté son architecture dans son entièreté. Le FinOps-centric, comme on disait, rapidement, quand on commence à travailler sur ces architectures, il faut penser dès le début au monitoring, à la gestion de son, on va dire, de son compute. L'observability, qui va être une petite brique de la gouvernance liée justement au FinOps, ça va être de permettre aux entreprises de monitorer et de gérer la maîtrise et la performance de la qualité de leurs données. Donc c'est vraiment tout ça, c'est des blocs qui vont permettre à l'entreprise de bien maîtriser son patrimoine de données, via le Data Apps aussi, pour sécuriser et renforcer la qualité des données, et la scalabilité. Scalabilité non plus maintenant en termes de volumétrie, parce qu'aujourd'hui on est capable d'adresser des milliards de lignes, plein de volumétrie, des typologies de données, mais plus de la scalabilité en termes d'usage métier. Aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas limiter une entreprise, les usages métiers par la technologie, mais de pouvoir y répondre et de faire évoluer l'architecture en conséquence. Nos convictions. Donc clairement, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que votre traditionnel data stack n'est pas obsolète. Quand je dis traditionnel, c'est pas legacy, c'est pas les vieux trucs on-premise. Hein. Traditionnel, c'est un Talent Snowflake Power BI qui fonctionne très bien, mais qu'aujourd'hui, de par la maturité d'un client, on a envie de pousser beaucoup plus loin son architecture. Donc l'idée, c'est pas de dire on va les migrer toute cette partie-là, on va la faire évoluer. Et donc pour ça, on va mettre en place justement un pattern d'architecture qui va permettre de combiner différentes briques, différentes approches pour répondre aux besoins métiers. Une stratégie, ça va être de pouvoir identifier déjà les usages. Aujourd'hui, vos métiers vont venir vers vous, ils vont dire voilà, j'ai envie de traiter tel ou tel usage. Première question, c'est de se poser la question, est-ce que mon architecture en l'état est capable de l'adresser? Oui, tant mieux. Sinon, dans quelle brique il va falloir que je fasse évoluer, quelle brique je vais rajouter pour pouvoir l'adresser? Et donc là, on va commencer à réfléchir à comment je vais faire évoluer de façon hybride mon architecture. Mon Talent Snowflake Power BI, ça va peut-être être très utile pour adresser les cas d'usage récurrents, stratégiques de mon entreprise, mais par contre, ça ne permet pas à un métier d'être plus réactif sur son dashboarding, de pouvoir faire du data discovery sur ses données. Donc l'idée, ça va être de faire évoluer et de rajouter ces briques pour pouvoir faciliter on va dire l'accès aux données, l'accessibilité aux données à nos métiers. Gérer la capacité, la gouvernance, très important. Comme on l'a vu, énormément d'outils, ce qui veut dire que l'équipe du système d'information, l'équipe SI, doit se poser la question de savoir si elle va être en capacité de monter en compétence sur ces outils, de pouvoir se les approprier, de pouvoir gérer le maintien en condition opérationnelle qu'il va y avoir derrière. Et surtout, le CDO va se poser la question de est-ce que je vais être capable de recruter aussi sur ces technos-là? Parce qu'il y a peut-être une super techno qui va être la meilleure, par contre, impossible de recruter sur le marché localement. Donc l'idée, c'est plein de questions à se poser avant de valider justement la mise en place et l'évolution de son architecture. Une fois qu'on a tamponné, l'idée, ça va être de travailler de manière itérative en faisant des POC et des proof of value. Comme ça permet de valider que notre solution, en plus de répondre aux features, elle va être adhérée par le métier. Rien de pire que de valider une solution et de se dire que derrière le projet, c'est un échec parce qu'en fait, le métier ne s'approprie pas la solution et n'arrive pas à l'utiliser. Donc vraiment, c'est valider les features techniques, se dire OK, la solution, elle permet de répondre à tous mes besoins. Et en plus, le métier derrière, il est convaincu, il va utiliser. Il y a une vraie adhérence métier. Si ça ne marche pas, on repoque sur une autre solution. Ça peut être le cas sur les enjeux de gouvernance. Les enjeux de gouvernance où on a besoin de forte adhérence métier. On va se dire technologiquement, OK, l'outil répond à tous nos besoins. Par contre, derrière, le métier ne va pas l'utiliser. Et une fois qu'on a validé ça, en scale-up, c'est-à-dire qu'on va scoper de manière itérative et on va déployer sur des périmètres et on va grandir progressivement notre déploiement de notre nouvel outil. Donc vraiment, la conviction autour de ça, c'est de se dire on travaille sur une data stack qui est efficace, qui est fonctionnelle, qui marche très bien. On ne va pas tout migrer, on ne va pas tout casser, mais on va la faire évoluer progressivement, brique par brique, en rajoutant des briques et en faisant évoluer les briques vers le potentiel d'une moderne data stack. Donc vraiment, l'idée derrière, c'est vraiment d'aller vers une de rendre autonome nos équipes métiers. Je te passe la main.
Merci Benoît donc, pour cette prise de hauteur. Donc, pour rentrer un peu plus dans le concret, on va parler DataOps versus FinOps, comment concilier les deux. Alors, je vais me concentrer sur la partie transformation, modélisation des données, moins sur la partie MLOps. DataOps, ça vient d'où? Ça vient des DevOps. On va reconnaître, on en a parlé aujourd'hui, tout simplement le PDCA, plan, on va planifier, on va planifier, on va ensuite réaliser, on va déployer, on va valider que ça fonctionne bien, et en fonction, on va recommencer et on va avoir une nouvelle boucle. Ces pratiques DevOps, le but d'un côté, c'est d'accélérer, de réduire le coût des développements produits grâce à l'intégration continue. Le but, il y a 15 ans quand c'est arrivé, c'était de responsabiliser les développeurs. Parce que ce que tu vas pousser en production, si ça plante, c'est de ta faute, c'est toi qui es responsable. C'est un peu le but derrière ça. De l'autre côté, on va donc déployer automatiquement et pour accélérer ces cycles de déploiement. Il y a une flopée d'outils qu'ils utilisent, qu'on utilise côté DevOps. Là, je vous ai montré donc un joli logo de la part d'Atlassian qui maintient Bitbucket. Évidemment, c'est la même chose côté GitLab et GitHub. Le Git, le versionnage des fichiers, c'est la base et c'est hyper important et ça va aider énormément. Appliqué à la donnée, un peu la même logique. L'idée, c'est d'accélérer nos analyses, accélérer, donc en anglais, Faster Insights, améliorer la qualité de nos données. On va commencer par, à nouveau, la prise des exigences, les requis métiers. On va explorer, on va réaliser quelque chose, on va développer, donc mettre en place nos règles d'affaires, on va tester en local ou dans un environnement de développement. Alors, je vois Talend partout sur toute la chaîne. De nos jours, ce qui est quand même très pratique, c'est des outils comme DBT ou, vu qu'on a des personnes qui utilisent pas mal BigQuery en ce moment, Dataform, qui est l'équivalent côté BigQuery. L'intérêt, ça va être de rendre plus autonome l'analyste, voire même carrément le métier, la personne du métier, pour orchestrer ces requêtes SQL au lieu de devoir faire un lineage à la main dans le Talend, dans le Azure Data Factory, même si on est moderne. Ça va simplifier la vie des gens. Autour de ça, comme on disait, c'est déjà important de commencer aussi à réfléchir, à tracer, à documenter. Bon, voici la règle d'affaires que je mets en place. Pourquoi? Techniquement, cette colonne correspond à peu près à telle affaire. Alors, pas à peu près, mais qu'importe. Et donc, c'est sûr qu'il y aura ensuite la couche aussi plus sémantique des concepts métiers. Bref, il faut pouvoir faire des liens. C'est important de documenter un peu tout ça. On a préparé, proposé quelque chose. On va vouloir intégrer et pousser notre développement. Pour ça, on va appuyer sur les merge requests, sur lesquels ça va être intéressant d'avoir des tests automatiques et surtout à nouveau de faire venir valider le métier, notre data steward. Est-ce que ce que j'ai mis en place te correspond bien? Une fois qu'on est OK, grâce à nouveau donc, à nos petits outils de CICD, on va pouvoir déployer. La particularité du côté data, évidemment, c'est que on a les données sont actualisées tous les jours. On parle aussi de temps réel, on y reviendra côté FinOps, est-ce qu'on a vraiment besoin de temps réel? Toujours est-il, ça roule tous les jours et il va falloir suivre un peu tout ça. Il pourrait y avoir des plantages en production, il faut en être alerté par exemple sur un chat. On parle aussi de data contract, typiquement, oups, l'équipe qui développe mon système source ne m'a pas prévenu et a changé quelque chose dans sa base de données, ça fait planter toute la chaîne. Bon, par exemple, les data contracts peuvent aider à se prémunir un peu de ce genre de choses. Intéressant aussi évidemment à suivre dans cette observabilité, le monitoring en anglais, bref, le temps de traitement. On en reparle rapidement tout à l'heure. Donc concrètement, les DevOps appliqués à la data, c'est pour aider à cette assurance qualité. Il faut tester notre code avant de passer en production, il faut tracer qui a changé quoi, où, quand, c'est versionné, et il faut faire vérifier ces modifications par un tiers à l'aide des merge requests. L'impact côté coût, faire tester dans différents environnements, on va faire des traitements x3. Donc si on a des milliards, des millions, j'en sais rien de données, une fois en dev, une fois en pré-prod, une fois en prod, et à chaque fois que je teste ma requête, je fais cramer, j'utilise mon compute et je recharge toutes mes données. La traçabilité, ça permet d'identifier qui a développé tel script. Si ça plante, du coup, on va aller le chercher. Mais la bonne nouvelle, c'est que si lui n'a pas changé son script depuis 15 jours, normalement, c'est pas trop de sa faute. Non, sûrement que c'est qu'il y a eu un plantage en amont, on revient à data contract, ou alors c'est
peut-être de sa faute parce qu'il a oublié une hypothèse de modélisation. Pourquoi pas? Et pour finir, l'intérêt de faire vérifier chaque modification, ça permet d'harmoniser ces pratiques. Attention, les tests manuels peuvent devenir chronophages et on a à nouveau un environnement par fonctionnalité, encore du compute pour chacune des fonctionnalités. Une astuce, ça serait d'automatiser un peu tout ça, c'est ce qui se passe côté DevOps. Est-ce que mon script est fonctionnel, ce qui peut rouler? Est-ce qu'il respecte des standards d'indentation, de complexité? Est-ce qu'il y a des redondances? Est-ce que la couverture des tests s'applique sur au moins 81% du code? C'est des choses qui sont mises en place côté DevOps. Pourquoi pas côté data? Une merge request ne peut pas passer sur quelqu'un qui produit une application de site internet si on ne dépasse pas 95% de tests de coverage sur tout le code. C'est le cas, donc pourquoi pas l'utiliser? Le but de la FinOps, c'est de limiter nos coûts. Typiquement, bon, avant de lancer la requête, déjà s'assurer que mon code est fonctionnel automatiquement, c'est quand même une bonne idée. Ça évite d'essayer de voir, ça évite de lancer la requête. L'échantillonnage, potentiellement, est-ce qu'en développement, en pré-prod, on a besoin de travailler sur les 15 années d'historique? Peut-être qu'on pourrait travailler seulement sur les 3 derniers mois, ça ferait réduire le volume. On pourrait penser aussi au chargement incrémental. Deuxième ligne, c'est génial, pas de souci côté FinOps. Et pour finir, quand on va faire une modification sur une table, ça ne sert à rien de charger aussi les 60, 100, 200, 500 tables qu'il y a autour. Donc on va seulement actualiser cette table, plus tous les enfants sous-jacents qui dépendent de cette table. Donc c'est là qu'va intervenir le lineage. Donc les DevOps appliqués à la DataOps. Par la suite, je vais insister donc sur quelques petits points et quelques éléments à avoir en tête au pas de course. Donc, la grande question côté orchestrateur, où est-ce que je m'arrête? Typiquement, Dataform DBT permettent d'orchestrer ces requêtes SQL, mais c'est seulement sur la partie transformation. Alors, si jamais Snowflake, BigQuery ou autres commencent à proposer de gérer l'entraînement des modèles de machine learning, bon, tant mieux, ils seront orchestrés au même endroit. Par contre, il y a un vrai travail et un vrai défi autour effectivement de cette prolifération des outils de notre chaîne data, comme on a vu avec Benoît. Et donc potentiellement, il y a quand même besoin de compétences. Bon là, je parle de si vous gérez un peu vous-même des Ninja, des conteneurs Docker et des Cloud Functions, oui, il faut quand même que les analystes soient sensibilisés à ça, ou alors qu'il y ait une équipe data platform pour les appuyer un peu. Le lineage, hyper important. Donc là, quand j'ai dit cette table-là, c'est qui ça peut faire péter derrière. Du même principe, si je change cette colonne, qui utilise cette colonne derrière? Ça peut être hyper intéressant et qui prévenir dans ce genre de cas. Côté catalogage de données, évidemment, on y revient, mais bien vulgariser les concepts métiers et les règles d'affaires à mettre en place, bien identifier les parties prenantes, afin que quelqu'un qui soit intéressé par les appels du service à la clientèle sache c'est qui le responsable, à qui je dois demander si j'ai des questions plus concrètes. Pourquoi pas documenter aussi vos tables. Bon, par contre, les MCD, MLD, là, c'est un peu gros. Là. Franchement, peut-être qu'un diagramme entité-relation pourrait suffire, tout simplement. En tout cas, ça facilitera l'intégration et la montée en compétences de nouveaux analystes. Côté d'autres petits points, toujours autour de la data, par exemple, l'historisation, c'est quelque chose qui est important. Il va y avoir des défis, notamment si ma table que je veux historiser ne dispose pas de date de dernière mise à jour ou ne pratique pas du soft delete, on va être obligé de comparer l'ensemble des données contre l'ensemble des données. Si on a ces deux dates, bon, ça va être plus fastoche. Les tests fonctionnels, hyper importants. Dans le talent, bon, il faut les câbler et y penser et les mettre à la main. Avec les petits outils de nos jours d'orchestration de petites requêtes SQL, c'est plus fastoche, c'est plus rapide à mettre en place. Et en plus, du coup, ils sont câblés au bon endroit directement. Et à nouveau, quelque chose qui est hyper important, si ça plante, il faut être prévenu. D'où à nouveau l'intérêt de savoir, tiens, tel script, c'est toi le responsable, c'est toi le data steward, pouf, je te fais un chat dans ton Slack, Google, tout ce que vous voulez. Et ça va permettre de voir qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe et pouvoir rebondir dessus. Pour finir, côté FinOps, c'était quand même l'intérêt du jour. Côté industrie, vous l'avez dû le voir quand vous entrez par exemple chez Alstom, ça fait tant de jours qu'on n'a pas eu d'accident dans l'entreprise, voici notre corps. Pourquoi pas, hein, côté data, peut-être qu'on pourrait l'avoir. Ces questions de SLA, SLO, les délais moyens d'indisposition, pourquoi pas le mettre en place? Hyper important, le suivi du stockage et le ménage. Cette table,
n'est pas actualisé depuis tant de jours, n'est pas utilisé depuis tant de jours. Évidemment, côté vise, on peut penser évidemment à la même chose. Le suivi du temps de traitement, c'est là où on va entrer sur les réflexions. Bon, cette table-là, elle dure 3h45 à se charger, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut passer en chargement incrémental? Oui, ça serait quand même pas mal, ça éviterait de passer tout ce temps, sachant qu'évidemment, bref, vous avez l'idée. Par contre, il va y avoir potentiellement une complexité autour du rejeu. À nouveau, pour le change data capture, il faut que le système source ait les dates qui nous aident, des questions voilà, autour de tout ça. Pour finir, le compute. La gare de triage que vous voyez là, c'est tout simplement que la personne n'a pas eu le courage de bien modulariser son code. Et donc finalement, elle se retrouve à copier-coller ces 15 left join dans chacune de ses requêtes. C'est pas Jojo, c'est pas génial. Bref, donc potentiellement, il faut optimiser sa modélisation, modulariser tout ça dans Repeat Yourself, dry code, comme on peut le lire. Il ne faut pas juste compenser donc, de passer du XS au XL parce que c'est trop lent. Voilà. C'était quelques éléments côté FinOps et DataOps. Et donc pour conclure, donc devenir data-driven avec une architecture moderne, déjà, c'est ne pas se prendre la tête et ne pas se mettre de pression sur son architecture parce que justement, elle est modulaire avec ses différents blocs. Donc du coup, on choisit nos composants, on les fait évoluer sans impacter l'ensemble de notre architecture. Se faire un focus sur la partie FinOps et gouvernance, comme le disait Antoine, déjà la partie gouvernance, pour bien maîtriser son système d'information, le linéage, le cataloguing, les glossaires métiers. L'objectif, c'est vraiment d'aligner les équipes techniques et les équipes métiers. Un déploiement rapide, vraiment l'objectif c'est d'avoir un time to market rapide, rien de pire qu'une équipe métier qui demande à une équipe SI d'avoir un dashboard qui va lui mettre 3 mois à lui faire parvenir parce que le temps que tac 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 ça fasse le tour, qu'on intègre les données, etc. Alors qu'en fait le métier, s'il était autonome, il pourrait le faire en quelques jours. Donc du coup vraiment un accélérateur au personnel, l'idée c'est de se garder vraiment cette partie time to market parce que la finalité in fine de cette moderne data stack, c'est de vraiment s'orienter en self-services pour nos métiers. Voilà, merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir, parce qu'on a speedé. Ça avait l'air très clair. Ou alors c'est la digestion ou fin de journée. Merci.